Salutations, c'est le Top 10. Aujourd'hui, apprenons ensemble que penser est aussi synonyme de se tromper. Dites-moi, n'avez-vous jamais eu des moments dans lesquels vous aviez découvert que tout ce que vous aviez pu imaginer ou voire même mis en évidence en regardant des films était complètement faux ? Je me suis dit alors qu'il fallait que je vous présente une vidéo disons personnelle avant la fin de l'année afin que vous puissiez découvrir ce que j'étais comme genre de spectateur lambda. C'est ainsi que je vous présente mon top 10 de tout ce que je croyais en rapport avec les films. Oui, cette introduction est courte, je m'en excuse. C'est parti. Numéro 10. Avant, je croyais que Perdita, la chienne dans les 101 Dalmatiens, mettait vraiment au monde 101 Dalmatiens. Quand j'étais petit, je regardais très souvent des films d'animation. Et en général, quand je regardais un Disney, j'étais plus intéressé ou voire même concentré sur l'histoire, les dessins, les personnages, les chansons et quelques scènes qui me faisaient marrer. Mais concernant les dialogues, parfois je m'en foutais. J'étais rêveur à l'époque et justement dans les 101 Dalmatiens, je zappais le moment où les personnages disaient que Pongo et Perdita ont en fait mis au monde 15 Dalmatiens. Vous l'avez peut-être noté, j'ai bien dit tout à l'heure 101 Dalmatiens mis au monde. Et oui, à l'époque, je n'avais pas du tout compté Pongo et Perdita. Et en plus, je n'étais pas très bon en maths. Et je me suis rendu compte plus tard que mettre au monde 101 Dalmatiens serait quand même assez douloureux pour une chienne. Donc impossible pour porter un nombre pareil. Et si c'était le cas, Perdita aurait un plus gros ventre et Pongo serait une sacrée bête. Numéro 9. Avant, je croyais que The Mask était un film d'épouvante. Alors ne rigolez pas, je sais que beaucoup d'entre vous ont vu The Mask étant petit et se sont plutôt marrés devant. Mais concernant mon cas, je suis désolé mais j'avais peur. J'étais même très sensible à l'époque, je me rappelle encore de mes petites frayeurs envers les blouses blanches, ces docteurs avec leurs seringues à la main. Et quand je regardais The Mask, toutes les parties dans lesquelles Jim Carrey déforme son visage, je trouvais ça horrible. Plusieurs fois, je me cachais derrière un fauteuil pour défendre ma peau au cas où la tête verte sorte de l'écran de télévision pour ensuite m'attraper et dévorer mon âme. Et le pire, c'est ce mec. Ventre saint gris, la vraie tête de vainqueur. Désolé, à l'époque, je ne pouvais pas voir ce film de temps en temps. Je ne le considérais pas comme un film familial, mais plutôt comme un simple film d'horreur. Mais 10 années passèrent et j'ai revu le film avec un grand sourire nostalgique. Et je le trouve en fin de compte hilarant avec un excellent Jim Carrey qui fut certes un de mes cauchemars enfantins, mais vite devenu à la suite le tout-puissant de l'humour. Numéro 8. Avant, je croyais que les personnages de Winnie l'ourson étaient de vrais animaux et non pas des pluches. Bon, déjà des pluches vivantes à l'époque ça me faisait marrer, mais aujourd'hui, ça me fait plutôt peur. Je regardais rarement Winnie l'ourson, que ce soit en film ou en série, mais bref, je croyais que les personnages étaient faits de chair et de sang. Bon, bien sûr, c'est évidemment le cas pour Jean-Christophe, je suis pas con non plus. Déjà, un ours en peluche qui bouffe du miel et qui s'en met de partout, le gros cochon me laissait penser que c'était en fait un vrai ours. Je ne vois pas personnellement quel gamin se laisserait tenter de nourrir son nounours avec du miel jusqu'au point de le salir. Ah, j'imagine la matière collante qui pénètre dans la peluche jusqu'à atterrir dans le tas de coton, je parle du miel. Et les amis de Winnie, c'est-à-dire Porcinet, Tigrou et Bourriquet, je les voyais tout le temps dehors. Cela aussi me laissait penser qu'ils se comportaient comme les animaux de la forêt comme on en voit dans plein de dessins animés. Mais non, ça reste des peluches. Sauf Coco Lapin et Maître Hibou qui sont de véritables animaux. Enfin, je crois. Bref, je trouve cela très ambigu, mais bon, en même temps, on s'en fout un petit peu, que ce soit des peluches ou de véritables animaux, peu importe. Mais il y avait de quoi se poser des questions à l'époque. Numéro 7. Avant, je croyais que Rasputin n'existait pas dans la vraie vie. Bon, bien sûr, dans un premier temps, je croyais véritablement à l'existence de personnages de films d'animation. Tous ces personnages fictifs, qu'ils soient gentils ou méchants, je les croyais vrais. Mais quelques années plus tard, je me suis rendu compte que ce ne sont en fait que des dessins et n'ont jamais existé. Et Rasputin dans Anastasia, qui reste un de mes Don Bluth préférés, je croyais automatiquement qu'il n'existait pas et que c'était aussi un personnage inventé par les studios. Bon, concernant la dynastie des Romanov, je savais qu'elle avait existé, Nicolas II, Anastasia et compagnie. Mais Rasputin, non, il avait à mes yeux l'air trop méchant, effrayant et laid pour exister. Et quelques années plus tard, je me suis rendu compte que je m'étais trompé, Rasputin a vraiment existé. Par ailleurs, petite parenthèse, durant cette découverte, je me suis demandé s'il était sorcier. Eh bien non, il était docteur, ou plutôt guérisseur. Le lien avec Nicolas II, me demanderiez-vous ? Eh bien Rasputin a été invité pour la première fois par la famille impériale afin de guérir l'héritier du trône, Alexis, atteint d'une anomalie de la coagulation sanguine, d'hémophilie pour être plus précis. Depuis, Rasputin est devenu quelqu'un d'influençable, reconnu par les Romanov comme un véritable guérisseur, ou voire même un prophète. Mais ses ennemis le décrivent comme un espion, un bonimenteur et un gros gourmand sexuel. Ouais, c'est à peu près ce qu'on voit du personnage du film. Merci Internet. Numéro 6.
Avant, je croyais que le monde était en noir et blanc. Et oui, comme Cyprien, je croyais que le monde était en noir et blanc à l'époque des vieux films. Et en plus, j'avais des preuves, les photos de mes grands-parents. Voilà. En fait, je ne sais pas comment justifier ça, j'étais petit. Je me sentirais un peu con si je ne vous dis que cela en cette 6ème place. Donc ce que je vous propose, c'est une petite parenthèse sur le passage du noir et blanc à la couleur. Oui, un peu de culture ne fait pas de mal. Alors à votre avis, quand est né le tout premier film en couleur? Vous allez me dire à peu près dans les années 30. Non. Dans les années 20 alors? Non plus. Dans les années 10? Eh bien non, c'est en 1901 qu'est né le tout premier film en couleur. On connaît tous les films des frères Lumière comme La sortie d'une usine à Lyon, L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat ou L'arroseur arrosé. Eh bien un cinéaste anglais du nom de Edward Turner s'est demandé un jour « Par mes saintes culottes, pourquoi ne pas sortir un film en couleur puisqu'on vit dans un monde de couleurs ?» C'est alors qu'il réalisa 8 petits films en couleur entre 1901 et 1902. Le tout premier met en scène 3 enfants, chacun muni d'une fleur de tournesol autour d'un bocal de verre posé sur une table. Et ce petit film ne possède toujours pas de titre, ni les autres d'ailleurs. Pour les dessins animés, la couleur est arrivée une 30aine d'années plus tard. Souvenez-vous, dans mon hors-série sur les dessins animés, je vous avais cité Les 3 petits cochons, sortis en 1933, comme le premier dessin animé en couleur. Je m'étais trompé, il y en avait un autre avant. Sorti en 1932, toujours réalisé par les studios Disney, le tout premier dessin animé en couleur s'intitule Des arbres et des fleurs. Voilà, je ferme cette parenthèse, j'espère que vous en avez appris suffisamment, et sachez que le monde n'était évidemment pas en noir et blanc à l'époque des vieux films. Numéro 5. Avant, je croyais que c'était Robin Williams qui jouait dans Casper, précisément dans le rôle du père de Kat. Non, sérieusement, j'ai vu plein de films avec le défunt Robin Williams, cet acteur qui a bercé mon enfance, où il jouait très souvent des personnages drôles, héroïques et attachants comme dans Hook, Jumanji, Madame Doubtfire et j'en passe. Mais là, dans Casper, je vous jure que l'acteur nommé Bill Pullman, je le prenais pour Robin Williams. Pour ceux qui ont vu le film, j'espère que vous me comprenez. Alors, qu'il n'y ait pas de sous-entendu. J'aime beaucoup Bill Pullman, je l'ai vu dans Lost Highway, Independence Day, La folle histoire de l'espace, etc. Mais pour ma part, je pense que Robin Williams serait aussi un excellent choix pour le rôle du père de Kat, le docteur James Harvey. Mais bon sang, pour comparer les deux acteurs, il y a de tout. Jeu d'acteur, pareil. Côté comique, pareil. Lunettes et cheveux, pareil si on le compare avec Robin Williams dans Hook. Panique du personnage, pareil. Étonnement du personnage, pareil. Bref, il y a de tout. Numéro 4. Avant, je croyais que Toc le gorille dans Tarzan était un mâle. Ce n'est pas une blague, mais je vous en supplie, ne me méprisez pas. Je n'étais qu'un gamin, mais j'étais très pensif. Je me disais à l'époque que le personnage était trop drôle pour avoir un caractère féminin. Autre chose, sa coiffure faisait très punk, ses loisirs avec Tarzan étaient assez brutales, genre les petites bagarres amusantes. De plus, se déguiser en femme n'avait pas l'air de la plaire. Et pour finir, je suis désolé, sa voix était d'après mes oreilles plutôt masculine. Alors, je m'étais renseigné un peu plus tard pour savoir qui prêtait sa voix à Toc. Et j'ai découvert Muriel Robin, qui aujourd'hui par ailleurs est une de mes humoristes préférées. Mais avant, je ne la connaissais pas. J'en reviens à Toc, vous allez peut-être me dire qu'au début du film, sa mère lui dit « Allez, jeune fille !» Eh bien, étant petit, je prenais cela comme une expression, une taquinerie. Bref, c'est alors que je découvre un peu plus tard que Toc est bel et bien une fille. La question est réglée. Wow! Numéro 3. Avant, je croyais que Star Wars épisodes 4, 5 et 6 s'appelaient vraiment comme ça lors de leur première sortie au cinéma. J'avais 10 ans quand je me suis mis à regarder Star Wars, et le premier que j'ai vu est l'épisode 1, La menace fantôme. Depuis ce moment, j'ai beaucoup aimé l'univers, les personnages, les sabres laser, les combats, les décors. J'étais même très impatient de voir la suite. L'épisode 2, l'attaque des clones, je l'avais plutôt aimé, ça va, mais aujourd'hui avec du recul, je considère ce volet comme le moins réussi de la saga, je suis désolé pour les fans. Arrive ensuite l'épisode 3, La revanche des Sith, qui reste pour moi un super film. Pas un chef-d'œuvre non plus, mais il fait partie d'un de mes Star Wars préférés. Et un jour, je reçois en cadeau l'ancienne trilogie, les Star Wars, épisodes 4, 5 et 6. À l'époque, j'étais plutôt malin, je savais qu'ils ont été réalisés bien avant la sortie de la récente trilogie. Mais à vrai dire, je n'étais pas très malin non plus. Je croyais vraiment que George Lucas avait décidé de réaliser déjà l'épisode 4, suivi de l'épisode 5 et 6, parce qu'à l'époque, il avait tous les moyens pour les faire, mais pas assez pour faire l'épisode 1, 2 et 3. Je croyais qu'il a attendu volontairement l'arrivée de nouvelles évolutions technologiques et cinématographiques pour réaliser les 3 premiers. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que je m'étais trompé, que George Lucas n'avait pas prévu de faire tout cela. Qu'il sortit un jour sur grand écran La Guerre des Étoiles, et non pas Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir.
Mais bon, vous voyez que j'étais très pensif au moins. Numéro 2. Avant, je croyais que le premier volet de la saga Indiana Jones, c'était le Temple Maudit. Je vais vous expliquer pourquoi. Étant petit, le premier Indiana Jones que j'ai vu, c'était celui-ci, le Temple Maudit. Ensuite, j'ai fait la découverte des Aventuriers de l'Arche Perdue, celui-ci par contre avait plutôt une ambiance assez sérieuse à mes yeux, et c'est par ailleurs pour cela que je le considérais comme le deuxième volet de la saga. Et un peu plus tard, la dernière croisade qui reste pour ma part le meilleur Indiana Jones. Voilà, ces films, je les ai vus dans cet ordre-là. Je les regarde par ailleurs toujours dans cet ordre-là, mon enfance me guette toujours. À vrai dire, quand j'ai appris que le Temple Maudit est sorti après les Aventuriers de l'Arche Perdue, je me suis dit mais c'est pas logique. Je me demandais pourquoi passer d'un film assez sérieux à un film plutôt sympa et humoristique et ensuite repasser à un film sérieux, si vous voyez ce que je veux dire. Je me disais que c'était plus logique de commencer à un truc qui pouvait attirer l'œil du jeune public et plus tard passer dans une ambiance qui va plutôt à l'écoute des plus grands. Tenez un exemple, la saga Harry Potter. Le premier attire les plus jeunes et le dernier est plus sombre et plus violent, puisque les créateurs de la saga ont décidé de changer petit à petit l'atmosphère de l'histoire en suivant la croissance du public. Et quand j'apprends que le Temple Maudit est le deuxième volet de la saga Indiana Jones, je le prends comme une parodie. Mais une parodie qui me plaît. La grande part des cinéphiles crachent sur le film, puisque l'ambiance humoristique dégrade le personnage de l'archéologue chapeauté au fouet. Je suis désolé, mais je n'ai pas du tout été gêné par ça. Peut-être parce que j'ai grandi avec, mais j'ai beau regarder les films plusieurs fois, et pour moi, rien n'essaie de changer le personnage d'Indiana Jones. Et le numéro 1 du top 10 de tout ce que j'avais cru avant d'après les films est... Avant, je croyais que les acteurs américains parlaient français. J'ai toujours pensé à ça quand je regardais un film américain, je pensais même que c'était une évidence. Pour tous les acteurs, à chaque fois qu'ils ouvraient la bouche, une belle voix française sortait. À chaque bon moment, avec une intonation exquise, tout en inspirant et en expirant pour que les répliques soient bien dites et bien échangées face à d'autres personnages qui, eux, répondent ensuite. Bon, en même temps, étant petit, on ne remarquait pas les mouvements des lèvres, mais quand même, le mariage avec la langue française reste correct. Même étant petit, je trouvais que les acteurs tels que Bruce Willis, Harrison Ford ou encore Sylvester Stallone avaient chacun leur même voix dans chacun de leurs films. C'était pour moi une preuve qu'ils parlaient véritablement français. Bon, pour les acteurs qui avaient leur voix qui changeait quelquefois, je m'en foutais un peu. Et c'est alors que plus tard, je découvris les studios de doublage. Et là, c'était une grosse surprise. Ce moment de découverte était comme dire à un enfant que le Père Noël n'existe pas. Mais exceptionnellement, cette découverte me surprenait avec sourire. C'est depuis ce moment-là que je me suis intéressé à la façon dont sont traduits les films américains, ou bien évidemment les films d'une autre nationalité. Beaucoup de comédiens de doublage, plus ou moins connus, arrivaient à donner vie aux personnages qu'ils doublaient, à entrer dans les films pour posséder au mieux leurs personnages. C'est pour cela par ailleurs que j'évoque très souvent le terme de magie du doublage. Le seul souci, c'est que les gens aujourd'hui préfèrent regarder un film en VOST tout en pensant que la VF nuit le jeu des acteurs. Mais sachez une chose, et je ne dis pas de bêtises, la France est classée numéro 1 dans le doublage au monde. Pourquoi ne pas en profiter avant que les studios de doublage n'existeront plus, ce qui est un risque. Je ne vous force pas, mais pensez-y. Alors, je tiens à freiner vos tentatives de négociation, ce n'est pas parce que j'aime beaucoup le doublage français que je vous dis tout ça. Par ailleurs, j'ai une petite envie de vous parler des comédiens de doublage, mais ça, ce sera pour plus tard. Voilà, ce top 10 personnel est à présent terminé et j'espère qu'il vous a plu. Si jamais vous aussi vous aviez cru à des choses après avoir vu de nombreux films, faites-les moi part dans les commentaires, je me sentirai moins seul. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me faire part de vos idées de sujets pour les prochains top 10. C'est ainsi mes chers amis que je vous dis le mot de la fin, à très bientôt pour un prochain top 10. Ciao!